Notre pays souffre comme si on a une guerre. C'est bien une guerre économique et sociale. Depuis 2010, le peuple grec subit un désastre humanitaire. Le pouvoir d'achat a diminué de 30%. Le taux de chômage est de 28%. Il atteint 2/3 des moins de 25 ans. Plus de 30 000 sans-abri vivent dans les rues d'Athènes. Les retraites ont été rabotées de 25%. Le budget de la santé a été réduit de plus d'un tiers. Les conséquences sont désastreuses. Μαζί με άλλα 6 νοσοκομεία στην Αθήνα, κλείνει και το δικό μας. Αυτό που θα έχουμε σαν φαινόμενο είναι ο λαός να πεθαίνει στους δρόμους. Θα το δούμε, ήδη το βλέπουμε και θα το δούμε με πολύ μεγαλύτερη ένταση στο προσεχές μέλλον. Dans toute la Grèce, plus d'un tiers des commerces ont fait faillite. En cause, la consommation en chute libre. Même conséquence pour les entreprises, 1 millier de PME disparaissent chaque semaine en Grèce. Τι να πω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έτσι όπως τα κάνανε, τα τρώμε εμείς. Avant 2010, il faisait bon vivre en Grèce. Elle était le pays d'Europe où on se suicidait le moins. En moins de 5 ans, le taux de suicide a doublé. 300 000 jeunes diplômés ont quitté le pays. Depuis les premières mesures d'austérité en 2010, le chômage a été multiplié par 3, la dette publique a augmenté de plus de 50%, le PIB a diminué d'un quart. Les services publics sont sinistrés. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να αποδυναμώσει κάτω από την πίεση της Τρόικας και των δανειστών να διαλύσει το κοινωνικό κράτος και το δημόσιο για να ωφεληθούν οι ιδιώτες. La Grèce est mise sous la tutelle de la Troïka depuis 2010. Ces hommes sont les vrais dirigeants du pays. Ils sont les émissaires de la Commission européenne, la Banque centrale européenne et du FMI. Ces délégués se rendent régulièrement à Athènes pour définir et vérifier la bonne application des mémorandums, des plans qui détaillent les mesures d'austérité. Il est manifeste que cette politique d'austérité ne fait qu'aggraver la situation. Έχουμε 2-2,5 χρόνια μετά καταλήξει πολλοί κόσμος να μην έχει τρόφιμα, να μην έχει θέρμανση για το σπίτι του, να μην μπορεί να βρει τα φάρμακα ή να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα που μας επιβάλλει η Τρόικα έχει αποδειχθεί ότι δεν οδηγεί πουθενά. Έχουμε τιμές σαν το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Ρώμη, αλλά οι μισθοί μας πρέπει να μοιάσουν με τη Βουλγαρία. La plupart des prix, alimentaires ou non, restent inaccessibles bien sûr pour les chômeurs, mais aussi pour les salariés. Le salaire minimum est de 586 € brut et de 420 € pour les moins de 26 ans. Plus de 400 000 Grecs ont vu leur électricité coupée pour non-paiement de leurs factures. Le fioul domestique est inabordable. 40% des Athéniens ont passé l'hiver dernier sans chauffage. Une grande partie de la presse, surtout allemande, présente les Grecs comme les mauvais élèves de l'Europe, responsables de la situation qu'ils subissent. Toutes sortes de rumeurs circulent. Par exemple, ils seraient paresseux. Pourtant, leur durée moyenne effective hebdomadaire de travail est la plus élevée de la zone euro. La productivité du travail en Grèce est dans la moyenne des mêmes pays. On lit également que la corruption est généralisée.
Pour des raisons évidentes, l'essentiel de la corruption n'est pas connu. Il s'agit uniquement de perception de la corruption, pour laquelle, il est vrai, la Grèce est plutôt mal placée. Mais à y regarder de près, la grande corruption, celle qui compte, et qu'on ne voit pas toujours, est comparable à celle des autres pays européens. Un autre stéréotype sur les Grecs, les salariés grecs ne paieraient pas d'impôts. Pourtant, leurs impôts sont prélevés à la source. Cette étude montre que pour tous les niveaux de salaire, les Grecs, en bleu, paient en moyenne plus d'impôts sur le revenu que les Français, en rouge. Les armateurs grecs, en revanche, bénéficient d'une exemption fiscale depuis 60 ans, inscrite dans la Constitution. Ils ne paient quasiment pas d'impôts et 80% de leur flotte navigue sous pavillon de complaisance. La Troïka n'y voit pas d'objection. Pas plus qu'envers l'Église orthodoxe, premier propriétaire terrien et immobilier en Grèce. Elle vient seulement d'être partiellement imposée ces dernières années. Les prêtres sont payés par l'État. La Troïka a aussi validé un budget militaire grec record. Il faut dire que la Grèce est un des plus grands importateurs d'armes de l'Union européenne et les principaux fournisseurs sont des groupes français et allemands. Autre propagande, une présentation saine de la situation économique. Exemple, l'excédent primaire, solde positif hors dette publique, il a en fait pour origine la politique d'austérité budgétaire. L'endettement de la Grèce aujourd'hui est toujours de 160%. Mais c'est marrant ça, on n'en parle pas du tout. On a un excédent primaire parallèlement qui est largement positif désormais en Grèce. Mais l'excédent primaire, il est lié au fait que la croissance est totalement exsangue, qu'il n'y a plus de consommation, qu'il y a un taux de chômage de 27 à 30%. Moi je vous fais de l'excédent primaire en tuant tout le monde, moi, c'est pareil. Le budget de la santé est le premier amputé. Depuis la mise en place de l'austérité, l'espérance de vie a diminué de 3 ans, la tuberculose réapparaît. Et d'après une étude anglaise, la mortalité infantile a augmenté de 43%. Cet hôpital d'un quartier d'Athènes couvre une zone où habitent 2 millions de personnes. Il reste ouvert, mais son fonctionnement est totalement dégradé. Il marche au ralenti. Privé de moyens personnels, ses couloirs et chambres restent à moitié déserts. Sofia Tsitsikou est pharmacienne et militante féministe. Elle dénonce les difficultés des femmes pour accoucher. Facture pour un accouchement, au moins 700 €, hors de prix pour la plupart des femmes. La majorité des femmes qui se rendent pour accoucher sont des femmes qui sont dans le chômage. C'est 50% de la population féminine en Grèce qui est dans le chômage, ou leur compagnon aussi il est dans le chômage. Elles ne sont pas couvertes de sécurité et en plus elles n'ont pas l'argent pour payer. Et c'est le trésor public qui vient de collecter, de prendre cet argent, enfin de demander cet argent. Et si on ne peut pas payer encore, alors on peut perdre tout ce qu'on a. Ici, on essaie de répondre au désastre sanitaire. Dans ce bâtiment, un groupe de médecins, d'infirmières et d'autres volontaires, tous bénévoles, une centaine au total, ont créé un dispensaire de solidarité autogéré. Les principales spécialités médicales sont proposées gratuitement. Plus d'un tiers de la population grecque n'a aucune protection sociale. Είμαι άπορος και δεν εργάζομαι, είμαι ανασφάλιστος και έχω ανάγκη από φάρμακα γιατί έχω κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδίας. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ μας βοηθούν. Le docteur Vichias est à l'origine de ce premier centre médical autogéré créé en 2011. Cardiologue, il ne supportait plus de recevoir des patients dans une telle misère. Il vient ici tous les soirs après sa journée de travail. Πριν από ένα χρόνο άρχισα να βλέπω όλο ένα και περισσότερους ασθενείς να μένουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη γιατί είχαν απολυθεί από τη δουλειά τους ή γιατί είχαν κλείσει τα μαγαζιά τους. Και συζητώντας το με συναδέλφους έβλεπα ότι αυτό δεν ήταν μόνο δική μου εμπειρία, ήταν και εμπειρία και άλλων συναδέλφων. Και έτσι σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκουν ελεύθερα γιατρό
και φάρμακο. Dans cette pharmacie, on donne même des médicaments très chers qu'il est devenu impossible de trouver ailleurs. Εδώ έχουμε φάρμακα για τον καρκίνο που μας τα έχουν δωρήσει άνθρωποι που οι συγγενείς τους είτε έχουν πεθάνει είτε έχουν αλλάξει θεραπεία. Φάρμακα που τα δίνουμε είτε σε δικούς μας ασθενείς ή σε νοσοκομεία που δεν έχουν τα φάρμακα για τους ασθενείς τους. Une cinquantaine d'autres dispensaires solidaires ont depuis vu le jour en Grèce. En octobre 2015, le docteur Vichas, au nom du dispensaire, a refusé le prix du citoyen européen 2015, décerné par le Parlement européen. Τα ορνηθήκαμε αφού τους παρουσιάσαμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 5 χρόνια συνιστούν όχι απλά ανθρωπιστική κρίση αλλά μια γενοκτονία στην πατρίδα μας και τους είπαμε ότι από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια, δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία να σταματήσει αυτές τις πολιτικές, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το βραβείο. Ces réfugiés syriens, afghans ou irakiens arrivent par ferry au port du Pirée en provenance des îles de l'ouest de la mer Égée après une traversée périlleuse en provenance de Turquie. Plus de 800 000 réfugiés sont entrés en Europe par la Grèce en 2015. Les caisses de l'État grec sont vides, mais l'Europe n'aide pas à répondre aux besoins vitaux d'accueil des réfugiés. Seul le contrôle aux frontières bénéficie de financement. Δεν έχουν καμιά υποστήριξη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν να βρουν μια αγκαλιά μέσα σε αυτό το που λέμε Ευρώπη. Δυστυχώς όμως αυτό είναι ένα ψεύδος και αυτό δεν υπάρχει στην εποχή μας. Sur la place Victoria, au centre d'Athènes, plus de 1500 réfugiés se retrouvent sous des tentes sans eau ni équipement sanitaire. Seules des associations humanitaires les aident. Leur objectif est de traverser la Grèce. I'm from Afghanistan and I'm coming to Turkey and traveling to Greece. And now we're living in Greece. I like to traveling to other countries like German, like Ireland, like Canada, like some that. Ici, l'association L'Autre Être Humain prépare 1500 repas 2 fois par jour avec une quinzaine de bénévoles. Elle a également été médaillée par le Parlement européen. Son président explique pourquoi cette décoration a été refusée. Τι βραβείο να δεχτώ από αυτούς? Να δεχτώ βραβείο από αυτούς που φέραν τον κόσμο σε αυτήν την κατάσταση? Δεν το θέλω καθόλου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη του κανιβαλισμού, με ενδιαφέρει η Ευρώπη του πολιτισμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού. Manolis Glezos est un des premiers résistants d'Europe de la dernière guerre. Il avait 19 ans quand, avec un camarade, il a décroché une nuit de mai 1941 le drapeau nazi du sommet de l'Acropole. Ancien député de Syriza et très célèbre en Grèce, il s'oppose à 94 ans à la politique d'austérité. Un de ses combats est aussi de faire reconnaître une autre dette, celle que l'État allemand doit à la Grèce à la suite de l'occupation nazie de 1941 à 1944. La Grèce a été un des pays d'Europe qui a le plus souffert de l'occupation nazie. Des destructions massives, des atrocités, 400 000 Grecs morts de faim et un emprunt forcé à la Banque d'Athènes de 54 milliards actuels en faveur des forces d'occupation. Avec les intérêts, ce sont 279 milliards d'euros d'après une commission parlementaire d'experts grecs et une étude anglaise qui reste due par l'Allemagne à la Grèce. Cette somme correspond à près de 80% de la dette publique qui est maintenant réclamée à la Grèce. Ironie de l'histoire, en 1953, lors de l'accord international de Londres, l'Allemagne a invoqué les difficultés de sa situation économique pour obtenir la quasi-annulation de sa propre dette, y compris le remboursement de l'emprunt imposé en 1941. Μας οφείλει και το αναγκαστικό δάνειο για αυτό το λόγο. Οφείλει πράγματα τα οποία δεν τα προσδιορίζουμε εμείς, είναι αναγνωρισμένα από το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με τις διεθνείς νόμους.
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται, εγκλήματα τα οποία δημιούργησαν σε καθεστώς πολέμου δεν παραγράφονται και ό,τι και να κάνουν θα το πληρώσουν. Les créanciers d'aujourd'hui sont les débiteurs d'hier, mais comme on pouvait s'y attendre, il est hors de question pour le pouvoir allemand d'accepter d'honorer cette dette pourtant incontestable. Germany, and especially the German taxpayer, is showing very much solidarity with the difficult situation in Greece, and at the end they will send us a bill for something which is far away in our history and something which was definitely solved. Depuis 2010, 10 plans d'austérité se sont enchaînés, chacun étant présenté comme le dernier. À Bruxelles, les dirigeants européens communiquent sur le plan de sauvetage de la Grèce, que la presse présente en général comme une aide. Une somme énorme, 245 milliards d'euros, a été versée depuis 2010 en échange des mémorandums d'austérité imposés par la Troïka. Pourtant, les Grecs et l'économie réelle grecque n'en ont quasiment pas vu la couleur. Μέχρι στιγμής παίρνουμε χρήματα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, τους τόκους μας, τις οφειλές μας. Δεν παίρνουμε χρήματα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Mais où sont passés ces versements financés par les contribuables européens? En fait, la quasi-totalité de ces sommes a servi à rétribuer les banques d'affaires internationales et les fonds spéculatifs détenteurs de prêts à l'État grec, des prêts dont les taux d'intérêt ont pu dépasser 20%. Cette étude d'Attaque Autriche, restée incontestée, révèle la destination des fonds du plan de sauvetage de la Grèce en juin 2013. Ainsi, plus de 3/4 des sommes versées sont bien allées à un sauvetage, celui des banques et de tous les créanciers de la Grèce. Le reste, dans une totale opacité, n'a pu être dépisté. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été injecté dans l'économie grecque. En fait, tout a commencé pour la Grèce en octobre 2009. La dette était alors rapportée au PIB de moins de 115%. La Grèce était effectivement endettée, mais au même moment, le Japon, il était à 200% probablement, et l'Angleterre n'était pas beaucoup mieux. Elle était à plus de 100% d'endettement, ça c'est sûr. Maintenant, pourquoi la Grèce? Pourquoi ils ont voulu attaquer la Grèce, les financiers spéculateurs? Parce que c'est plus petit, c'est un marché de la dette qui est petit, facile à déstabiliser et qui permet vraiment beaucoup de gains. Pourquoi ne pas avoir attaqué le Japon et l'Angleterre? C'est évident que c'est des marchés immenses, avec un énorme marché obligataire. On ne peut pas le déstabiliser comme ça. Donc il est évident que le raisonnement suivi, ce n'est pas par rapport à la situation plus grave forcément que la Grèce avait à ce moment-là, mais c'est surtout par rapport à quel est mon potentiel de gagner, de déstabiliser ce marché-là. Et donc là, de toute évidence, un tout petit pays avec un petit marché obligataire qu'on peut vendre à découvert, c'est-à-dire qu'on peut parier sur sa baisse future et empocher la différence entre le prix actuel et le prix bas futur qu'on a soi-même provoqué par ces paris, eh bien, c'était une opportunité évidente pour ces spéculateurs. La crise est donc une affaire rentable pour des grandes banques d'affaires et des fonds spéculatifs. Et il arrive que des commentateurs boursiers le dévoilent avec un certain cynisme. Stéphane Soulier sur BFM Business. Marc Fiorentino, bonfinancier.com. Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Stéphane. Le comeback boursier de la Grèce vous intéresse Marc ce matin? Et oui, cette année les fonds spéculatifs qui affichent les meilleures performances sont ceux qui ont acheté de la dette grecque. Le prix a explosé avec des taux à 10 ans qui ont chuté vers les 8%. Et pour les gérants actions, eh bien le bon choix c'était la bourse d'Athènes, 38% de hausse en un an. Quelle histoire! Et pourtant on ne peut pas dire que la Grèce soit dans une situation flamboyante Marc. Non, alors ça c'est vraiment le contraire, hein. Même le chômage qui est à des niveaux très élevés, la récession qui s'est ralentie, mais n'est pas terminée, la dette qui même diminuée n'est pas tenable. Alors on ne dira plus jamais allez, va te faire voir chez les Grecs, mais va gagner du pognon chez les Grecs. Le pouvoir des banques d'affaires et des fonds spéculatifs serait-il si grand? Interviewé par la BBC sur le plan de sauvetage de la Grèce et de la zone euro, un trader a un brusque accès de franchise. For most traders, it's not about we don't really care that much how they're going to fix the economy, how they're going to fix the whole situation. Our job is to make money from it. And personally, I've been dreaming of this moment for 3 years. I have a confession, which is I go to bed every night, I dream of another recession. I dream of another moment like this. Why? Because people don't seem to maybe remember, but the 30s depression, the depression in the 30s,
wasn't just about a market crash. There were some people who were prepared to make money from that crash. What I would say to everybody is, get prepared. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. I'm Lloyd Blankfein, Chairman and CEO of Goldman Sachs. Welcome to the online version of our 2013 annual report. Goldman Sachs performed relatively well in a still challenged environment. We remain Lloyd Blankfein est le président heureux d'une banque prospère et influente. Au siège new-yorkais, pas un nom, pas une plaque pour cette banque à la fois puissante et discrète. En 2001, Goldman Sachs avait maquillé les comptes de la Grèce avant son entrée dans l'euro. Bénéfice pour la banque américaine, 600 millions d'euros renouvelés sur plusieurs années, avec à la clé une mainmise sur l'économie grecque et aussi européenne. La banque d'affaires voit à long terme. L'ancien Premier ministre grec, Lucas Papademos, que l'on voit ici reçu par le président du Conseil de l'Europe, était, 10 ans auparavant, directement associé à Goldman Sachs en tant que gouverneur de la Banque de Grèce sur le maquillage des comptes. Le président actuel de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, est lui-même un ancien de Goldman Sachs. Il en a occupé le poste de vice-président pour la branche européenne de 2002 à 2005. 10 ans à la tête de la Commission européenne. Les transferts peuvent se faire dans l'autre sens. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne de 2004 à 2014, a été recruté en juillet 2016 par la banque Goldman Sachs comme conseiller pour l'Europe. Ce sont des exemples éloquents de la place du monde des affaires dans les institutions européennes. Le surendettement de la Grèce, mais aussi de tous les États de la zone euro, repose d'abord sur une obligation des traités européens de Maastricht et Lisbonne. D'après ces règles, la Banque centrale européenne ne peut pas prêter aux États membres et au secteur public. En revanche, elle prête uniquement aux banques d'affaires et aux fonds spéculatifs à des taux très bas, inférieurs à 1%. La finance qui obtient cet argent public à bon compte le prête ensuite aux États à des taux bien plus élevés et à la Grèce jusqu'à 20% et plus. De telles règles qui favorisent autant le système bancaire n'existent pour aucune autre banque centrale au monde. Le motif officiel invoqué est de limiter l'inflation, mais de fait, il s'agit d'abord, on le voit, d'organiser, grâce aux intérêts sur les dettes publiques, un transfert massif de fonds du public vers le privé. La dette publique grecque s'élève à 320 milliards d'euros. Depuis le début des politiques d'austérité rapportées au PIB, elle a augmenté de plus de 50%, notamment en raison des intérêts imposés par les créanciers. Η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει ως αντικείμενο την επίσημη ανακοίνωση της συγκρότησης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους. Le 5 avril 2015, à l'initiative de la présidente du Parlement, se met en place une commission d'audit appelée Commission pour la vérité sur la dette publique grecque. L'analyse de la dette, 320 milliards d'euros, a consisté à étudier minutieusement l'origine de la dette, sa justification, son évolution et ses conséquences. Ce comité d'audit de la dette, appelé Commission de la vérité sur la dette grecque, a pour objectif d'identifier la partie de la dette qui est soit illégitime, soit illégale, soit insoutenable du point de vue de l'exercice des droits humains, soit odieuse. Parmi les 30 experts, la moitié est grecque, les autres sont issus de 11 pays différents. Γιατί δεν μας λένε καθαρά ποιο είναι αυτό το χρέος, πόσο είναι αυτό το χρέος και πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος και πού οφείλουμε και σε ποιους οφείλουμε. Γι' αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο ένας λογιστικός έλεγχος ώστε να προσδιορίσει ακριβώς τι είναι αυτό το χρέος.
La dette est une question universelle parce qu'on retrouve dans tous les pays les mêmes ingrédients qui font que cette dette mène les pays à la crise, c'est-à-dire des cadeaux faits aux banques, des cadeaux fiscaux, des taux d'intérêt trop élevés par l'État qui ne peut pas se financer et qui est obligé de passer par les banques privées. Et cela, on retrouve cela dans tous les pays, donc en Grèce, en France, en Espagne également. Après 3 mois de travail d'analyse, la Commission a établi que le paiement de la quasi-totalité de la dette publique grecque devait être suspendu. Plusieurs pays ont déjà remis en cause une dette publique jugée illégitime. L'Équateur en est l'exemple le plus parlant. En 2007, Rafael Correa, économiste critique, est élu président de la République après d'importantes mobilisations populaires. Une forte austérité avait été menée par des gouvernements de droite ou se réclamant de gauche. La Banque mondiale et le FMI jouaient un rôle comparable à la Troïka en Europe. En tête du programme de Correa, un audit de la dette publique équatorienne. Les oligarchies financières, des fonds vautours en général nord-américains, n'ont pu s'y opposer. La mobilisation du peuple équatorien a joué un rôle décisif. La Banque mondiale et le FMI ont été chassés. Plus de 70% de la dette a été annulée. Esta burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños y perjuicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos con el Banco Mundial. Moi, j'ai été une des personnes désignées par le président Correa pour faire partie de cette commission. Et nous étions chargés d'auditer, donc d'analyser tous les contrats qui avaient entraîné l'endettement du pays entre 1976 et 2006. Diego Borja, ancien ministre des Finances de l'Équateur, insiste sur la mobilisation populaire sur la question de la dette publique, comme cela s'est produit dans son pays. Le problème d'austérité associé au problème de la dette a été dans le cœur de la mobilisation sociale des travailleurs, des indigènes, des citoyens. Et aussi, la lutte contre la dette a devenu une lutte fondamentale. Dans d'autres pays comme l'Argentine et l'Islande, des mouvements populaires ont permis d'imposer des effacements importants de dettes aux banques privées. La dette publique est une sorte de lessiveuse qui convertit des déficits publics en profits privés. Une redistribution à l'envers. Ce service de la dette représente un transfert de ressources exorbitant du pays en faveur de ses créanciers. Donc le pays sera saigné ad vitam aeternam, soumis à un régime d'austérité absolument draconienne pour repayer une dette qui de toute façon n'est pas viable. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πάυση πληρωμών, πρέπει να σταματήσει να το πληρώνει και πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση συνολικά. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να μπει σε πορεία ανάπτυξης αφού έχει απαλλαγεί από το άχθος του χρέους. La dette publique grecque a fait l'objet d'un tour de passe-passe peu connu au moment de l'arrivée de la Troïka en Grèce en mai 2010 et jusqu'en juin 2012. Avant cette période, la dette grecque était quasiment uniquement détenue par le secteur privé, ici en rouge. La Banque centrale européenne, la BCE, a alors organisé en 2 ans un rachat gigantesque de dettes publiques grecques auprès des banques, des fonds d'investissement, des assurances. Maintenant, en bleu, le secteur public détient 80% de la dette grecque. Le Fonds européen de stabilité financière a apporté la part principale avec 141 milliards d'euros. Cet organisme, créé par la BCE pour l'occasion, est basé au Luxembourg et de droit privé. Il s'agit d'un colossal transfert de risque du privé vers le public, c'est-à-dire le contribuable européen. Avant cette restructuration, c'étaient les banques françaises qui détenaient le plus de dettes grecques, elles s'en sont maintenant totalement débarrassées. Cette opération, présentée comme une aide à la Grèce, a donc profité aux banques privées.
Et c'est un membre du FMI qui le déclare, le Brésilien Paulo Batista, invité de la chaîne grecque Alpha TV. The first program in 2010 was presented as a bailout of Greece, but in reality it was more a bailout of the private creditors of Greece. Greece received enormous amounts of money, but this money was used basically to allow the exit of, for example, French banks, German banks that were paid at par. Mais il ne s'agit pas seulement de questions financières. Les dirigeants européens, devenus créanciers, ont ainsi pu exercer une pression politique sur le gouvernement grec au nom d'un soi-disant intérêt général européen. La dette grecque, contrairement à ce que certains en France disent en croyant pouvoir parler pour les Grecs, c'est pas une dette vis-à-vis des marchés financiers, c'est pas une dette vis-à-vis des banquiers, des méchants financiers, c'est pas une dette de la finance internationale pour reprendre un terme, c'est une dette principalement due à ceux qui sont venus au secours de la Grèce, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, mais la Banque Centrale Européenne c'est nous, l'Union Européenne, mais l'Union Européenne c'est nous, le Fonds monétaire international, mais au bout du compte le Fonds monétaire international c'est nous. Dans la restructuration de la dette de 2010-2012, les pays de la zone euro ont racheté une partie de la dette privée grecque, chacun selon son poids économique. L'État français a prêté à la Grèce directement 11 milliards d'euros et s'est porté en garantie pour 31 milliards pour le Fonds européen de stabilité financière sur la dette grecque. Total, 42 milliards d'euros. Ces chiffres sont souvent utilisés pour avancer des contre-vérités. Le montant de la dette due par la Grèce à l'État français, 42 milliards d'euros, est intégré dans les 2040 milliards d'euros de la dette publique française. C'est donc une contre-vérité d'isoler ce qui est dû à la Grèce. Pour rembourser toute la dette française, insoutenable, il en coûterait 30 000 euros pour chaque Français. La somme a déjà été intégrée dans la dette publique française. Donc la France n'a pas nécessité vraiment de demander de l'argent auprès du contribuable français, d'augmenter les impôts pour rembourser cette somme de 620 euros par contribuable. Et pourtant, c'est l'objet d'une désinformation à grande échelle. La France devrait renoncer aux sommes qu'elle a prêtées à la Grèce ? La réponse est oui. Dans ce scénario, la Grèce ne remboursera pas ce que la France lui a prêté. Ce sont 40 milliards d'euros qui seront perdus à terme, c'est-à-dire à l'horizon 2020. Ça représente environ 600 euros par Français. Nous avons, par tête d'habitant en France, environ 700 euros de risque sur la Grèce, c'est énorme. En réalité, cette dette, elle est détenue par les Européens. Si on venait à effacer la dette, ce seraient les citoyens français qui s'en acquitteraient. La France, par exemple, pour situer les choses, est exposée à hauteur de 40 milliards d'euros à la dette grecque. Alors j'ai fait le calcul, jusqu'à présent, notre garantie pour les deux précédents plans, elle s'élevait à peu près à 42 milliards d'euros. Ça faisait déjà pas mal d'argent. Et bien là, avec les 17 milliards qu'on rajoute, cela va passer à 59 milliards d'euros. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, pour les Français, la facture, elle va forcément augmenter assez sensiblement. Vous allez voir le chiffre. Hier, elle était de 650 euros. Et bien demain, elle va bondir à 900 euros, ce qui fait quand même une sacrée différence. Pendant la crise, les traditions continuent avec la relève des soldats de la garde, les Evzones devant la Vouli, le Parlement grec. Mais depuis les élections législatives de janvier 2015, le paysage politique a totalement changé. Syriza, parti de la gauche radicale anti-austérité, remporte les élections avec plus de 36% des suffrages. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός έδωσε σήμερα καθαρή, ισχυρή, αδιαμφισβήτητη εντολή. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της τον φόβο και τον αυταρχισμό. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης. La Nouvelle Démocratie, parti conservateur, se retrouve 8 points derrière Syriza. Elle gouvernait en alliance avec le PASOK, le Parti socialiste. Avec moins de 5% des voix, ce parti ne cesse de plonger. Il culminait à 44% 5 ans auparavant aux législatives de 2009. Topotami, nouveau parti centriste, atteint un petit pourcent des voix. Le KKE, le Parti communiste, en 5e place, à 5,5% des voix, reste stable. Il refuse l'unité avec Syriza. Les Grecs indépendants,
parti souverainiste et anti-austérité, recueille 4,8% des voix. Avec 6,3% des voix, un parti ouvertement néo-nazi, Aube dorée, arrive en troisième place. Il reste stable en voix. Ce parti, qui désigne les immigrés comme responsables de la crise, est régulièrement mis en cause pour des agressions xénophobes et pour plusieurs meurtres. Avec la prime de 50 sièges au parti arrivé premier, Syriza obtient 149 députés, soit 2 de moins que la majorité absolue de 151 pour former un gouvernement. La question d'une alliance s'est posée, le Parti communiste, le KKE, refusant toute alliance avec Syriza. C'est le petit parti grec indépendant, souverainiste, qui a été choisi comme allié par Syriza. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας από την Τετάρτη το πρωί θα είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων πληγών του μνημονίου, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα αφορούν την παροχή δωρεάν σύντησης, ρεύματος, στέγης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις χιλιάδες οικογένειες και νοικοκυριά που έπεσαν θύματα της πιο σκληρής βαρβαρότητας, της μνημονιακής βαρβαρότητας τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό που η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους είναι μια νέα συμφωνία, ούτως ώστε να έχουμε το δημοσιονομικό χώρο που απαιτεί μια ειλικρινής διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους που είναι αναγκαία και για ένα νέο πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων. Une semaine après les élections, 6 mois de négociations marathon commencent entre la Grèce et les institutions européennes. L'Eurogroupe montre très vite qu'il refuse tout compromis avec le nouveau gouvernement de gauche. Le président de la Commission européenne a immédiatement planté le décor. Dès la première réunion, toute réduction de la dette a été écartée par l'Eurogroupe. De nouvelles coupes budgétaires sont exigées, ainsi que la baisse des retraites, la hausse de la TVA et la remise en cause du droit du travail. Comme chaque fois, le président de l'Eurogroupe insiste sur les divergences qui empêchent tout accord avec la Grèce. Let me start by Greece, as this is in the limelight right now. Some important issues have now been discussed in depth, but more time is needed to bridge the remaining gaps and to reach a comprehensive agreement. Les dirigeants de l'Eurogroupe demandent toujours plus, alors que les négociateurs grecs font recul sur recul. Paradoxalement, le gouvernement grec présente systématiquement une vision positive des négociations. The discussion was very constructive in a very good and friendly atmosphere. So I'm optimistic we can soon reach a long-term sustainable and viable solution without the mistakes of the past. And Greece will soon come back with cohesion and growth. This is the issue, to come back to growth soon. So I'm optimistic, I'm very optimistic. We shall find the phrasing that is necessary so that we can submit it and move on to doing the real work which is necessary to establish common ground and to build a new contract between Greece and Europe, which will be both good for Greece and for Europe. James Galbraith, professeur d'économie à Austin, Texas, très connu aux États-Unis, est un collègue et ami de Yanis Varoufakis. Il a été son conseiller tout au long des négociations à Athènes et Bruxelles, plus de 5 mois, jusqu'en juillet 2015, ce qui ne l'empêche pas d'avoir ses propres analyses. Il a connu les coulisses des négociations et dès le début compris que les institutions européennes resteraient sur leur position. Je suis arrivé le 8 février. C'était tout simplement par amitié et pour aider un homme que je respectais beaucoup et que
dans une situation extrêmement difficile. On a découvert très, très rapidement que les créanciers ne voulaient rien discuter. Fin juin 2015, l'Eurogroupe lance un ultimatum. Si le gouvernement grec ne signe pas, les banques grecques seront asphyxiées par la Banque Centrale Européenne. Alexis Tsipras semble avoir trouvé la parade. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Dans son annonce au Parlement, Alexis Tsipras prend un ton nouveau et offensif vis-à-vis des dirigeants de la zone euro. Δεν θα ζητήσουμε στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία την άδεια από τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζεμπλουμ για να δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό. Το δημοψήφισμα για να αποφασίσει κυρίαρχα ο ελληνικός λαός για το μέλλον του την επόμενη Κυριακή θα γίνει κανονικά, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν οι εταίροι μας. La grande mobilisation pour le non a succédé à 5 mois de tranquillité confiante depuis la victoire électorale de janvier 2015. Σας καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Yet the Greek government has broken off the process, has rejected the proposals, and is now putting them, which is also an unfair way to put it to the Greek people, putting them now to the Greek people in a referendum with a negative advice. We are to maintain the strength and the credibility of the Eurozone. That's all. Pendant ce temps, le président de la Commission européenne intervient dans la campagne. Je demanderai au peuple grec de voter oui. Je demanderai au peuple grec de voter oui parce que se dégagera à partir du vote du peuple grec un signal et pour la Grèce et pour les autres pays membres de la zone euro. La Grèce est alors purement et simplement exclue d'une réunion de l'Eurogroupe. Το communiqué, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ανακοινώνει, δεν υπεγράφει από εμάς. Εμείς διαφωνήσαμε με το communiqué. Έθεσα το ερώτημα επισήμως και μάλιστα το απίθυνα στη γραμματεία του Eurogroup κατά πόσον η ομοφωνία είναι απαραίτητη. Ή αν πράγματι ο κύριος Ντάιζελμπλουμ είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε statement, σε δήλωση, σε communiqué, άνευ της συνένεσης της ελληνικής πλευράς, χωρίς ομοφωνία. Η απάντηση που πήρα από τον κύριο Ντάιζελμπλουμ ήταν ότι ναι, μπορεί. Επέμεινα και ζήτησα την επίσημη νομική τεκμηρίωση, η οποία μου ήρθε και μου υπόθηκε ότι το Eurogroup δεν υπάρχει ουσιαστικά ως όργανο θεσμοθετημένο, ότι είναι ένα ανεπίσημο όργανο. La question posée par référendum, résumée, était « Acceptez-vous le projet d'accord soumis par les institutions européennes le 25 juin 2015 ?» Le référendum s'est déroulé banque fermée sous la menace d'une asphyxie économique. Depuis l'annonce du référendum, la Banque Centrale Européenne a coupé les liquidités aux banques. Quasiment toute la presse a fait campagne pour le oui, ainsi que les principaux analystes politiques. Plus de 2 tiers des inscrits se sont déplacés, et alors que rien ne semblait jouer au moment du vote, la victoire du non est massive, avec 61,31% des voix. Le soir du scrutin, la victoire du non a représenté pour le peuple grec la sortie d'une situation d'oppression qui durait depuis plus de 5 mois. Exactement 8 jours après le référendum, après une nuit de négociations à Bruxelles, le gouvernement grec fait volte-face. Il accepte le matin du 13 juillet de signer un accord plus défavorable que celui qui avait été refusé par le référendum. En plus de nouvelles mesures d'austérité, des exigences financières lourdes s'imposent à la Grèce. 85 milliards d'euros de nouveaux prêts sur 3 ans serviront en fait à rembourser une partie de la dette, une sorte de prêt relais. Il est exigé de la Grèce de continuer à vendre 50 milliards de son patrimoine public. 3 autres points essentiels sont détaillés dans l'accord:
Des coupes budgétaires automatiques interviendront en cas de non-respect des objectifs prévus, avec des réductions quasi automatiques des dépenses en cas de dérapage par rapport à des objectifs budgétaires ambitieux d'excédent primaire. Le gouvernement perd sa souveraineté démocratique. Il doit consulter les institutions et convenir avec elles de tout projet législatif dans les domaines concernés dans un délai approprié avant de le soumettre à la consultation publique ou au Parlement. Il est clairement indiqué qu'il ne peut y avoir de réduction de la dette. Le sommet de la zone euro souligne que l'on ne peut pas opérer de décote nominale de la dette. Seul un allongement des durées de remboursement est envisageable. Étonnamment, Alexis Tsipras reconnaît lui-même avoir capitulé. Εγώ λοιπόν σας λέω αυτή τη στιγμή ότι αναλαμβάνω πλήρες τις ευθύνες μου και για λάθη και παραλήψεις και για την ευθύνη της υπογραφής σε ένα κείμενο που δεν πιστεύω. Και είμαι υποχρεωμένος όμως να υλοποιήσω. Pour James Galbraith, l'option du gouvernement concernant le référendum, 8 jours avant la capitulation, ne correspondait pas à la version officielle. Le référendum était pour le peuple grec une expression de sa détermination et de sa solidarité avec la position prise en public par le gouvernement. Pour le Premier ministre et son cercle, autre chose. Pour eux, je dois dire, et je ne savais pas à l'époque, le référendum, c'était un moyen de valider une capitulation qu'ils avaient déjà décidée. Euclide Tsakalotos, ministre des Finances remplaçant de Yanis Varoufakis, se veut rassurant. After 6 months of very difficult negotiations with lots of ups and downs, we finally have an agreement. Any deal is only as good as what you make of it. So let's hope that the Greek people will be able to make the best of this deal, to make the best of the reforms and the ability to reform, and will mitigate any negative consequences that surely exist within it. Thank you very much. Voici un site internet commercial bien particulier. Il appartient au gouvernement Syriza, qu'il a hérité du précédent gouvernement de droite. Poussé par la Troïka, il met en vente des biens publics. Sur ce catalogue, on trouve des ports, des aéroports, la distribution d'eau potable de la deuxième ville grecque Thessalonique, les chemins de fer et leurs filiales de gestion et de maintenance, sont également bradés au privé le gaz et le pétrole grec, la poste, des complexes autoroutiers et aussi des territoires entiers, notamment des kilomètres de littoral. 110 plages sont à vendre. Cet ancien aéroport de plus de 620 hectares tout proche d'Athènes, avec 7 km donnant sur la mer, a été vendu 945 millions d'euros à un groupe d'investissement foncier. Fin 2015, 14 aéroports régionaux de grand trafic ont été vendus à un consortium allemand, Fraport, pour 1,2 milliard d'euros. Plus symbolique encore, 47 îles grecques sont accédées aux plus offrants, de 3 à 45 millions d'euros, premier client le Qatar, pour 9 millions d'euros. L'accord du 13 juillet 2015 exige 50 milliards d'euros de privatisation. C'est 10 fois plus que ce qu'avaient obtenu les ventes des gouvernements de droite. Ici, la moitié de la zone de grand trafic du port du Pirée avait déjà été vendue à Cosco, une entreprise chinoise. En janvier 2016, le gouvernement de Tsipras a vendu à Cosco une nouvelle participation majoritaire de 67% dans le premier port grec pour 370 millions d'euros. L'objectif de Cosco, utiliser le Pirée comme tête de pont en Méditerranée, la Grèce perd ainsi une place maritime stratégique. Au cœur du port du Pirée, la langue grecque n'est pas connue. Ici, on ne lit que le chinois et l'anglais. Pour les dockers, fini les conventions collectives et les accords du port du Pirée. Αυτό το οποίο λοιπόν διαμορφώθηκε στην Κόσκο είναι ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν σωματεία καθόλου, δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή καταλαβαίνει καθένας ότι τη ζωή των εργαζομένων στη Κόσκο την εφέρανε 50 και 60 χρόνια πίσω. La Banque centrale européenne, en application des traités, approvisionne les banques privées européennes.
Au moment des négociations avec la Grèce, elle a réduit massivement l'alimentation en liquidité des 4 principales banques grecques. Le sous-financement des banques entraîne une asphyxie de l'économie du pays. Depuis l'annonce du référendum et jusqu'après la signature de l'accord, la Banque centrale européenne a ainsi exercé une pression croissante sur les négociations. Pour éviter une hémorragie des dépôts, les banques sont fermées et un contrôle des capitaux est mis en place. Les Grecs ne peuvent pas retirer plus de 60 € par jour et par personne. Une véritable panique est ainsi entretenue dans le pays. Les salaires, les factures ou les loyers notamment restent impayés. Les petits épargnants sont affolés. Dès le matin du 13 juillet 2015, la signature de l'accord a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, un hashtag, un mot-clé, a été massivement repris. It is a coup. En français, c'est un coup d'État. Il a atteint plus de 400 000 apparitions sur les tweets et un décompte géographique a montré un développement mondial, d'abord bien évidemment en Europe. Après la signature de l'accord du 13 juillet, à l'allure de retournements violents 8 jours après la victoire du référendum, un débat large et animé s'engage à travers toute la Grèce. Le parti Syriza déclare avoir dû céder devant une pression redoutable. Είναι σαφές ότι η συμφωνία είναι αποτέλεσμα ενός ομού εκβιασμού που έγινε από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας. C'est la raison pour laquelle, avant de démissionner, Yanis Varoufakis avait imaginé un plan B défensif pour contrer l'assèchement des banques et de l'économie. The main point would be to create a parallel payment system in euros that would allow us time so that when the ECB would pull the plug from the banks, either fully or partially, as they did, we would be able to maintain economic activity using this parallel payment system. I was in a minority when I suggested that we should energize this plan. Instead, we went along in exactly the same way that was designed by those who wanted to asphyxiate the Greek government and force the Prime Minister to capitulate, as he did. Avec un PIB représentant moins de 2% de celui de l'Europe et une dette en rapport, la Grèce pèse peu économiquement. Mais Alexis Tsipras, négociant dans le cadre des traités, était pris dans une sorte de nœud coulant. La question était fondamentalement non pas économique, sinon elle aurait été réglée très rapidement, mais elle était politique. Et donc s'est installé un rapport de force politique entre la Grèce et le reste de la zone euro. À ce moment-là, Alexis Tsipras sait qu'il doit choisir entre maintenir ses positions et prendre le risque d'une sortie de la zone euro, ou capituler. L'idée d'aller plus loin dans la rupture était mise en avant par les opposants à Alexis Tsipras au sein de Syriza. Ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν πίστεψε και ποτέ δεν χρησιμοποίησε στις διαπραγματεύσεις την δυνατότητα να ασκήσει μια εναλλακτική πολιτική έξω από τα πλαίσια του ευρώ. Όταν αυτό το κατάλαβαν οι ηγετικές ελίτ, οι νεοφιλελεύθερες ηγετικές ελίτ της Ευρωζώνης και κυρίως ο Σόιμπλε και η Μέρκελ, τότε ήταν που πραγματικά τον εξανάγκασαν σε πλήρη υποτέλεια και υποταγή. On a l'habitude de dire, d'après les sondages, que la majorité des Grecs ne souhaitait pas sortir de la zone euro. Mais quelle aurait été la réponse si la question posée avait été de rester dans l'euro, quel qu'en soit le prix? Durant la semaine avant le référendum, il y avait une vraie guerre de propagande en Grèce. À peu près toutes les chaînes télévisées, même toute déclaration des officiels de Bruxelles, de l'Europe, disaient que si le peuple grec vote pour non, ça sera la sortie de l'euro. De l'eurozone, de l'Union européenne, c'était des menaces continuées. Il y a un pourcentage important de personnes qui ont voté pour non et qui connaissaient très bien que peut-être leur vote sera le commencement de la sortie de la zone euro. Sans s'engager a priori sur la sortie de la zone euro,
Éric Toussaint explique en quoi la capitulation était évitable par une position plus combative, notamment sur la dette. Il faut tirer des leçons de la capitulation du 13 juillet 2015, à savoir que si on ne recourt pas à des mesures unilatérales d'autodéfense face aux créanciers et notamment à la suspension du paiement de la dette, il est impossible d'obtenir des concessions fortes de la part de ces créanciers. Il faut que les forces politiques et sociales européennes comprennent qu'une négociation dans le cadre européen actuel, respectant les règles dictées par la Commission européenne, la Banque centrale européenne ou le FMI, ça ne peut pas marcher. Il faut désobéir aux créanciers. Ce n'est qu'en désobéissant aux créanciers qu'on peut leur imposer de faire des concessions. Pour une partie de la gauche grecque, l'Europe ne peut être changée de l'intérieur. Désobéir doit engager clairement une rupture avec la zone euro. Cette Europe n'est pas réformable. Pourquoi elle n'est pas réformable? Parce qu'elle a été faite précisément pour ne pas être réformable. Ces institutions ne peuvent pas être changées, ces traités ne peuvent pas être changés. Pour changer même une virgule, il faut un accord général des 27 pays. Et à partir de là, il n'y a que deux possibilités. Soit on aura un changement politique à peu près simultané dans ces principaux pays européens, mais une telle possibilité est extrêmement improbable. Il me semble illusoire de faire croire que ce basculement politique peut s'opérer d'une façon coordonnée. Il faut commencer quelque part. Un, deux, peut-être le plus de pays, mais vont entrer dans un processus de rupture qui, dans un premier temps, sera une rupture unilatérale. Et ça voudra dire sortir de ce cadre européen actuel. Et sortir avant tout, je dirais, de l'union économique et monétaire. Car c'est l'union économique et monétaire qui est le cœur véritablement du dispositif européen tel qu'il est à l'heure actuelle. Et c'est ce qui permet justement d'exercer, c'est le dispositif qui permet d'exercer un chantage et une pression permanente vis-à-vis des pays qui en font part. Et le cas de la Grèce est justement le cas d'école. C'est le cas où on a précisément pu imposer ces politiques, saigner à blanc ce pays et le détruire, au nom justement de son maintien dans l'euro, quel qu'en soit le prix. Pour le gouvernement grec, la remise en cause de la zone euro et de ses traités n'est pas à l'ordre du jour. Je crois que c'est un faux débat, ou au moins un débat qui n'est pas le plus important. Je crois qu'il faut trouver ce qui est l'enjeu principal de la situation politique. Je crois que l'enjeu principal n'est pas si on est pour ou contre l'euro, mais si on est pour ou contre ces politiques de néolibéralisme qui sont dominantes maintenant, pas seulement à l'Union européenne, mais aussi au niveau des États membres. Les économistes grecs, proches du nouveau parti de gauche, l'Unité populaire, considèrent au contraire que l'euro n'est pas réformable et se prononcent pour une sortie de gauche de la zone euro. Είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου να διαλυθεί η νομισματική ένωση για να σωθεί η Ευρώπη. Αυτός δεν είναι ο δρόμος του εθνικισμού, δεν είναι ο δρόμος του σοβινισμού, αυτός είναι ο δρόμος της αλληλεγγύης και της λογικής σχέσης ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Des économistes européens opposés aux politiques néolibérales, sans donner de priorité à la sortie de l'euro, sont également en débat sur la nature même de la monnaie. Les classes dirigeantes européennes ont cru, en construisant l'Union européenne et surtout en construisant l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire qu'on appelle la zone euro, et donc en inventant cette monnaie unique euro, eh bien, la manière dont ils l'ont bâtie se retourne maintenant contre les peuples européens. Parce que la monnaie qu'ils ont bâtie n'est pas une vraie monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie monnaie? Une vraie monnaie, c'est une monnaie qui a une double validation. Une validation de type politique, c'est-à-dire qu'elle est adossée à une autorité politique, à une entité politique, et en même temps, elle est validée par la production qui est issue du travail productif qui est effectué dans le système économique réel. Pas sur les places financières où rien ne se crée à part la spéculation. Et donc, cette monnaie européenne, construite sans aucun socle politique démocratique, flanche aujourd'hui, ou du moins cafouille. Et avec cafouille, et alors, ce sont les maillons les plus faibles de cette union économique et monétaire qui sont les premiers à céder. Il n'y avait pas de bonne solution. Ça, c'était très clair. Mais le choix, c'était entre
une capitulation envers un programme économique qui avait été en place pendant 5 ans et qui s'est prouvé un échec total. Deuxième possibilité, c'était de sortir de l'euro et de confronter les problèmes d'aménagement, de transition qui ont été assez difficiles. Avec une sortie de la monnaie européenne, les banques sont en faillite technique parce qu'ils ont des dettes en euros et la plupart de leurs biens seront dans une nouvelle monnaie qui dévaluerait. Pour sortir, il aurait fallu constituer effectivement une nouvelle Banque de Grèce et faire une récapitalisation des banques dans la nouvelle monnaie. Ça c'est clair. S'il y avait une transition réussite, il y aurait eu après pas mal d'investissements qui auraient été retournés de l'extérieur, d'argent détenu par les Grecs et aussi par les étrangers qui auraient trouvé des avantages pour l'économie grecque. Donc une période de récupération aurait été possible après un certain moment. Depuis le début des négociations, Alexis Tsipras est toujours parfaitement inscrit dans le cadre des institutions européennes. Δεν υπάρχει plan B. Δεν υπάρχει plan B. Και πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει περιθώρια να αλλάξει παρά το ότι είναι αυτή. Παρά το ότι ήταν μια ήττα για την Ευρώπη ό,τι έγινε, θεωρώ ότι ρίξαμε μια σπορά και αυτή η σπορά κάποια στιγμή θα βγάλει καρπούς. Le KKE, le Parti communiste grec, a beau jeu de dénoncer les illusions qu'a pu semer Syriza lors des négociations. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήξερε ότι είχε να κάνει με λύκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τους βάφτιζε πρόβατα, τους βάφτιζε εταίρους, φίλους, συμμάχους. Το μνημόνιο που φέρνετε είναι η προδοσία των λαϊκών συμφερόντων. Depuis sa victoire électorale, le parti Syriza a évité toute mobilisation populaire, notamment en masquant les difficultés sur les négociations. Chaque fois qu'il y avait une négociation en route, le gouvernement faisait dire, disons par les médias et tout, que ça sera un très bon accord et tout. Par cela, les gens étaient démobilisés. Le 20 août 2015, Alexis Tsipras décide de démissionner et de proposer le plus rapidement possible de nouvelles législatives. Il a besoin d'une nouvelle majorité après la dissidence de 25 députés qui ont constitué l'unité populaire. Θα μεταβώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υποβάλω την παραίτησή μου καθώς και την παραίτηση της κυβέρνησης. Aux législatives anticipées du 20 septembre 2015, le nombre de sièges de Syriza est quasiment le même qu'en janvier, malgré une perte de plus de 400 000 voix en raison de la très forte abstention. Le nombre de députés est assez similaire pour les autres partis. Avec 145 sièges sur 300, Syriza n'a à nouveau pas obtenu la majorité absolue et a fait la même alliance avec les Grecs indépendants. Dans l'explication de cette victoire, le rejet des anciens partis a joué en faveur de Syriza. Les électeurs ont voté utile. Le discours de victoire du Premier ministre est manifestement moins enthousiaste et plus moralisateur que dans le passé. Η ανάκαμψη από την κρίση δεν μπορεί να έρθει με τρόπο μαγικό, αλλά μπορεί να έρθει μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από σχέδιο, μέσα από πείσμα και αγώνα, μέσα από την προσπάθεια να ανακάμψει η οικονομία, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, αλλά αυτή η ανάπτυξη να έχει κοινωνικό πρόσημο. Από αύριο σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε σκληρά για μια Ελλάδα της ισότητας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής προκοπής, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την προκοπή του τόπου μας. C'est une victoire tactique pour Alexis Tsipras qui s'est ainsi débarrassé de son aile gauche. Cette dernière, l'unité populaire, n'a pas eu le temps de se faire connaître
et se retrouve avec 2,9% des suffrages, juste au-dessous du seuil de 3% pour être représenté au Parlement. Η λαϊκή ενότητα μπορεί να έχασε μία μάχη, αλλά δεν έχει χάσει τον πόλεμο. Ο λαός πρέπει να παλέψει για να ξαναέρθει στο επίκεντρο, για να εκφραστεί και για να ανασχέσει τα μνημονιακά σχέδια που είναι αντιδημοκρατικά σχέδια. La principale caractéristique de ces législatives est un taux d'abstention record en Grèce, plus de 43%. Il y a une grande partie de la population qui ne croit plus aux élections. Il dit que puisqu'on vote tout le temps contre l'austérité, et l'austérité est bien là, ça ne sert à rien d'aller voter, surtout après les référendums. Et ce n'est pas par hasard que le taux d'abstention aux élections de 20 septembre était le plus élevé de l'histoire grecque. Zoé Konstantopoulou reste officiellement présidente du Parlement encore pour quelques jours. Elle a appris que son remplaçant ne va pas reprendre le travail de la Commission pour la vérité sur la dette publique. Paradoxalement, le rapport n'a jamais été présenté dans les négociations avec les institutions européennes. La conclusion de notre commission, c'est que, avec les mêmes hypothèses, les mêmes postulats qui n'ont pas fonctionné dans le cas des deux précédents mémorandums, ce dernier est condamné à échouer par rapport à ses objectifs annoncés et à laisser de nouveau une dette grecque insoutenable. Si sur la base du référendum et de nos travaux, le gouvernement avait suspendu le paiement de la dette alors à partir du 5 juillet, c'est-à-dire refusant de rembourser la Banque centrale européenne, je suis persuadé que les créanciers auraient été forcés à se mettre véritablement autour de la table de négociation. Ce qui est important, c'est que la vérité est là. Et à mon avis, même si le gouvernement de Alexis Tsipras n'a pas utilisé cet outil, il y aura le peuple et il y aura, j'en suis sûre, un gouvernement dans le futur qui utilisera ces travaux. Face à un coup d'État financier, Syriza s'est rendu quasiment sans défense par l'acceptation totale du cadre imposé dans les négociations avec une absence d'alternative et de plan B opérationnel, par l'orientation du mouvement social uniquement mobilisé vers les échéances électorales et par la non prise en compte du travail parlementaire de la Commission pour la vérité sur la dette. Depuis cette époque, Alexis Tsipras multiplie sur Internet des déclarations complaisantes sur les dirigeants européens qui ont obtenu sa capitulation. Le 12 novembre 2015, le gouvernement de Tsipras connaît sa première grève générale contre l'austérité depuis son arrivée au pouvoir 10 mois auparavant. Les deux confédérations syndicales, publiques et privées, ont appelé à la grève. L'unité populaire était largement représentée. Le PAME, syndicat proche du Parti communiste, a défilé à part. Près de 50 000 personnes au total ont manifesté à Athènes. L'ensemble des services publics ont été paralysés, y compris les transports, bus, métro, navires et avions. Étonnamment, sur son propre site internet, le parti Syriza a appelé à manifester contre la politique du gouvernement Syriza, sans toutefois apparaître dans les grands cortèges de manifestants. Comme lors de chaque mobilisation, une cinquantaine de lanceurs de cocktails Molotov se sont affrontés avec la police en marge de la manifestation. À partir de septembre 2015, de nombreuses assemblées de citoyens se sont tenues dans les quartiers et les villages. Ici, on cherche à répondre à une désorientation politique généralisée. Ces participants ont pris des positions diverses lors des législatives de septembre. Les uns se sont abstenus, d'autres ont voté Unité populaire ou d'autres Syriza.
En revanche, ils ont été unanimes sur le vote non au référendum. Ils débattent pour trouver de nouvelles perspectives. Θεωρώ ότι εκτός από τον κόσμο που ήταν σήμερα εδώ υπάρχει πολύς ακόμη κόσμος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μια διαδικασία ανασύνθεσης της ριζοσπαστικής αριστεράς, αρκεί αυτή η διαδικασία να είναι δημοκρατική και αυτοκριτική σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Des initiatives comme celle sont les expressions d'une volonté de continuer la résistance, de continuer de chercher une alternative, une vraie alternative au mémorandum et à l'austérité. L'école polytechnique d'Athènes est connue pour son soulèvement en novembre 1973 contre la dictature des colonels. Cette lutte, durement réprimée, a été le début de la chute du régime militaire en 1974. Polytechnique est restée le symbole de la révolte contre la dictature militaire. 40 ans après, elle est devenue le symbole de la lutte contre la dictature de la finance et de la Troïka. À la fin de 2015, ces étudiants connaissent peu la résignation politique. Ils s'engagent dans les actions collectives et restent radicaux. Iasonas Kalatas était un ancien responsable du parti des jeunes de Syriza. Plus de 2500 adhérents sur 3200 ont quitté le parti. Αποφασίσαμε συλλογικά να αποχωρήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πλέον θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκπροσωπεί μια αριστερή στρατηγική, μια αριστερή πολιτική στο σήμερα, μέσα στα πολύ σκληρά πλαίσια που υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο μονόδρομο των προγραμμάτων λιτότητας, των μνημονίων κτλ. Aux dernières législatives, les étudiants se sont abstenus à plus de 60%. Dans leur volonté de faire céder la Grèce, petit pays de 11 millions d'habitants, les institutions européennes avaient la volonté de montrer l'impossibilité de toute alternative à leur politique. They needed a demonstration effect for other countries like Spain, Italy, Portugal, Ireland, even France. A demonstration effect that will demonstrate to those peoples that if you dare vote in a government that turns against us, you'll be crushed. Là, on a eu quand même une gestion de la zone euro qui est apparue sous un jour particulièrement violent. Il y a eu de la violence dans cette gestion. De la violence durant les négociations, où on a refusé en réalité de négocier avec les Grecs. Et ça, je pense que ça va laisser des traces dans toute l'Europe. C'est déjà une tragédie pour la Grèce, mais éventuellement, et même peut-être dans un avenir assez proche, une tragédie aussi pour l'Europe. En Europe, le système bancaire, adossé aux institutions politiques, n'a jamais été aussi puissant. Et cette situation est le plus souvent présentée comme irréversible. Pourtant, des perspectives concrètes, comme la renégociation de la dette publique, sont possibles, mais à quelles conditions ? La gravité et la violence de la crise que nous connaissons pourraient laisser croire qu'on est dans une situation totalement inextricable. Alors, par certains côtés, la situation est exceptionnellement grave, mais ça ne signifie pas qu'on ne peut rien faire. Pour l'instant, les mouvements sociaux n'ont pas la capacité à inverser ces logiques-là, notamment sur le plan syndical au sein de l'Union européenne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de pistes. Plusieurs pistes peuvent être dessinées et ensuite mises en œuvre. La première chose à faire, c'est de mettre au pas le système bancaire et financier en lui enlevant cette capacité qu'il a conquise de faire la loi pour prendre les principales décisions qui concernent l'avenir de la société. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument lever l'interdit qui est présent dans les traités européens, qui empêche les États d'emprunter directement auprès de la Banque centrale et qui les oblige à aller sur les marchés financiers. Il faut entreprendre une socialisation, c'est-à-dire une remise dans les mains de la collectivité avec un contrôle citoyen de tout le système bancaire et financier. Mais il faut pour cela qu'il y ait un mouvement social très fort qui impose de revoir fondamentalement les trajectoires qui ont été mises en œuvre jusqu'ici. Πάρε με θάλασσα κάλλη, πάρε με στα νερά σου. Thank you very much. Πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσέρη αγκαλιά σου. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Είναι το παραπονό μου, πότε μ'
μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω. La Grèce est le berceau de la démocratie européenne. Mais depuis 2010, elle souffre d'un désastre humanitaire pour rembourser une dette dont les mécanismes montrent qu'elle tient du pillage. La crise grecque est d'abord la crise de la zone euro. Après la Grèce, d'autres pays suivent. Le Portugal, l'Italie, l'Espagne et aussi la France. L'Europe actuelle est avant tout une union monétaire. Ses traités et institutions y rendent le capitalisme financiarisé tout puissant. Sans changement d'orientation, le rêve européen risque bien de tourner au cauchemar. Quelle direction prendre? Le débat est ouvert. Les leçons de l'expérience grecque doivent maintenant aider à construire, en Grèce et en Europe, un rapport de force et un mouvement populaire pour la justice sociale et la démocratie.